Et nous allons passer à l'intervention suivante. Alors, vous avez peut-être noté, dans l'intervention suivante, il y a 3 noms. Et en fait, hier, Jacques l'a présenté. Il a dit, voilà, nous allons parler demain d'eux et puis préparer un article avec Claude. Et surtout, comme... Et en fait, il a parfaitement raison parce que c'est surtout Jacques et Com qui ont préparé cette conférence. D'ailleurs, sur un plan éthique, il faut que je me positionne et il va falloir vraiment que je bosse pour l'article en question. Puisqu'on signe uniquement si on participe. Alors, vous connaissez tous Com Baumier, et c'est lui qui va faire l'intervention aujourd'hui. Donc, Com, qui est hématologue à l'hôpital Saint-Louis, c'est aussi le secrétaire général de l'IREB. Et donc, c'est lui qui va présenter aujourd'hui ce topo sur vers une éthique et une intégrité scientifique artificielle. Voilà, tout un programme. Merci. Un grand merci, Claude, pour cette présentation. Je suis secrétaire général de la SFEM et non de l'IREB, mais je suis sûr que ta langue a juste fourché. C'est donc en effet un travail d'équipe et je trouve qu'il va bien, évidemment, dans la suite de ce qui a été dit juste avant. Tout d'abord, en rassurant M. Pavageau sur le fait qu'en tant que soignant, évidemment que nous ne sommes pas du tout hostiles à l'apport de l'intelligence artificielle. En fait, le médecin n'est jamais, ou le soignant en général, n'est pas du tout hostile à tout ce qui va l'aider. La question ensuite, c'est de savoir, est-ce que l'aide dont il avait besoin avait été provoquée, ou est-ce que c'est vraiment une question à laquelle il n'y avait pas de réponse avant, même quand il y avait plus d'humains, même quand le soin était différent, etc. Bon, question. Ensuite, la question c'est celle de l'évaluation. Est-ce que, et parce qu'évidemment, comme je vous dis, on n'a pas peur de l'innovation. En 2017, on faisait une journée de la SFEM sur le transhumanisme et on disait que dès qu'on a inventé les lunettes, on était déjà transhumaniste. Et encore récemment, de la dernière journée de la SFEM sur les nouveaux paradigmes et nouvelles prises en charge, Philippe Raveau, statisticien, nous disait qu'à l'avenir, il y aurait des ingénieurs de santé dans chaque service. Et ce n'est pas pour nous desservir, ce serait évidemment pour améliorer nos pratiques. Donc évidemment, quand on parle de chiffres, puis quand on parle d'automatisation, on parle de normes. Et les normes, même si elles nous contraignent un certain nombre de fois, dans une économie de marché, elles deviennent nécessaires parce que qui fait la norme prend le pouvoir et surtout qui la dicte, prend le pouvoir sur les autres. Donc, pour ça que la Commission européenne, on va en parler là, commence à se tourner vers peut-on normer l'éthique ? Et donc, notre question s'est posée, en fait, au début sur un édito d'un éditeur, enfin d'un rédacteur de Nature, qui nous disait que maintenant le journal, et y compris Nature, adoptait un système d'intelligence artificielle pour détecter les images qui seraient frauduleuses, les reprises d'autres articles, corrigées, photoshopées, modifiées, etc. Et donc la question se développe sur est-ce que finalement le peer reviewing peut être remplacé. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que comme je vous disais, les soignants ne rechignent en rien à avoir des outils qui les aident. Mais parfois, l'évaluateur, qui n'est pas forcément soignant, pense que du coup, en remplaçant le médecin par l'outil qui fait beaucoup mieux une partie dégradée de la médecine ou dégradée du soin ou dégradée du peer reviewing, etc., peut donc faire le boulot. Et je reviendrai sur la notion de synthèse et sur le fait aussi la notion de thérapeute. Le médecin, le soignant est thérapeute. Et si on aura beau, évidemment, on pourra améliorer ses capacités de traitement de l'information grâce à des outils d'intelligence artificielle, mais la notion de thérapeute dans la relation interhumaine, ça pose beaucoup plus de questions. Donc, des concepts dont je ne vais pas vous faire l'affront de faire beaucoup de détails sur les notions de valeur, de principe. La question de la norme, comme je vous disais, va ensuite porter quelque chose d'une contrainte à respecter. Ensuite, l'algorithme dans l'intelligence artificielle, vraiment c'est juste pour qu'on soit sûr sur les termes qu'on utilise, c'est vraiment une suite de règles formelles qu'on utilise pour justement traiter, classifier cette information et pour qu'ensuite le processus décisionnel qui va être généré va être automatisé et
reproductible et de manière fiable. Fiable selon l'algorithme. Et ensuite, l'intelligence artificielle, donc c'est là la définition, on a commencé à en parler hier, c'est compliqué, c'est est-ce que l'intelligence artificielle, donc aujourd'hui on dit que c'est une imitation, une externalisation de l'intelligence humaine, voire même une augmentation pour la capacité de traitement de certaines données. Mais est-ce que la mimétique est vraiment exacte ou est-ce qu'elle est très imparfaite? Pour l'instant, elle reste très imparfaite, évidemment. Et donc la question, c'est de savoir, est-ce que c'est une imitation du cerveau humain ou est-ce que c'est un outil en complément, parce qu'à la fin, la synthèse est faite par l'humain. Et du coup, à ce moment-là, toutes les questions qui ont été abordées jusque-là, la compréhension du système d'intelligence artificielle, la capacité d'information par rapport à ce système et la capacité de liberté du soignant par rapport à cet outil d'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'il est responsable et que la responsabilité, l'accountability va avec la liberté. Et donc, du coup, la question de la formation, est-ce qu'il suffit de former les gens à des outils comme on forme à la radiologie, enfin comme on forme au scanner, comme on forme à l'IRM, comme on forme à l'écho, comme on forme à plein d'outils qu'on utilise en fait en médecine, le stéthoscope par exemple, ou est-ce que aussi, pour bien utiliser ces outils, il ne faut pas aussi former à la liberté? Et là, on revient à la question des sciences humaines, mais plus que les sciences humaines, quel est notre corpus fondamental de la profession et des professions, à la fois de médecins, de soignants, de scientifiques pour ce qui est du peer reviewing. Qu'est-ce que c'est l'éthos? Voilà. Donc, avantages, inconvénients, évidemment, l'intelligence artificielle a de grands avantages. Et c'est pour ça qu'on l'implémente dans notre soin, y compris les capacités de traitement, plus vite, plus fort. Ça, on peut vraiment pas contredire ça. Et surtout, et c'est là tout la panacée qu'on espère de l'intelligence artificielle, c'est la prévisibilité. L'humain est imprévisible, il fait des choix irrationnels, et quand on donne de l'intelligence artificielle, surtout si elle décide à sa place, la décision sera forcément meilleure, d'après ceux qui défendent cette technologie. On avait d'ailleurs en 2017 un chirurgien, un chirurgien de Strasbourg qui nous avait parlé, et de manière tout à fait brillante, de la réalité augmentée grâce à des processus d'intelligence artificielle en chirurgie, et nous expliquait qu'en France, aujourd'hui, on estimait, alors l'estimation, je ne sais plus comment il a fait, mais le chiffre m'avait marqué, qu'on avait un Boeing 747 ou un Airbus A320 qui, chaque jour, mourait des défaillances et erreurs médicales parce que l'opération n'était pas parfaitement faite, qu'il y a eu des complications, parce qu'on avait mal prescrit un antibiotique, parce qu'on n'avait pas pris en charge à temps, etc., etc. Et que du coup, c'est pour ça que c'est si important d'avoir des processus automatisés qui faciliteraient et qui stimuleraient l'humain et permettraient de mieux prendre en charge les patients. Et donc évidemment, ça permet de rationaliser les coûts. Je paye moins cher les états de mauvaise santé, je paye moins cher la iatrogénie, je perds moins cher, etc. Et dans le peer reviewing, les peer reviewers, on ne les paye pas, mais c'est l'avantage des éditeurs qui nous font travailler quasi gratuit, quoi. Mais voilà, ça permet de s'assurer qu'on rationalise les coûts et on crée de la norme parce que la norme rend les choses soi-disant infaillibles. Mais à l'inverse, eh bien évidemment, les capacités de réflexivité, d'adaptation à l'environnement, la phénoménologie, tout ce dont on a parlé, tout ça évidemment, si on se soumet à l'intelligence artificielle parce qu'on estime que le logiciel est meilleur que nous, toujours, à ce moment-là, évidemment, on y perd. Et donc évidemment, la question de l'éthique, Christian l'a rappelé hier, c'est la question des limites. C'est évidemment, la situation standard ne pose jamais trop de questions. C'est toujours la situation aux marges et aux limites qui pose problème. Et c'est celle-là qui se confronte, c'est celle-là c'est celle-là où il y a des injonctions paradoxales. Et c'est celle-là qui va se confronter aux limites d'une loi, aux limites d'une déontologie, aux limites des pratiques habituelles. Et voilà, et qui va poser la question de la singularité, ce à quoi l'intelligence artificielle, aujourd'hui, est la plus friable. Donc, appliquée à la santé, évidemment, il y a de multiples exemples d'intelligence artificielle. Et donc, évidemment, ça peut être très utile quand il s'agit on imagine, un robot soignant ou alors
une tâche peu valorisante, un report, les remplissages automatiques de compte rendu pour ce qui est des antécédents, enfin toutes ces choses comme ça. Évidemment que tout ce qui est peu valorisant et tout ce qui va donc être facilité et allégé grâce à l'intelligence artificielle, c'est génial. Et ensuite, par contre, pour le patient, est-ce que c'est si bien ? Alors, quand il s'agit du dossier médical, peut-être que ce sera tout aussi bien, mais dès qu'on va rentrer dans, évidemment, la réception du soin, par exemple, si c'est un robot qui vient distribuer les médicaments, même si l'infirmière ne prescrit pas les médicaments, la présence auprès de la personne, elle ne sera pas complètement, elle ne sera pas intégralement remplacée, et donc forcément, il y aura un inconvénient, du moins une dégradation dans la relation. Ensuite, deuxième logique d'application de l'IA à la santé, amplification des capacités du soignant. En radiologie, c'est absolument évident. En dermatologie, on en a parlé hier. Et donc, évidemment, les algorithmes diagnostiques qui vont commencer à envahir le quotidien avec des aides à la décision, surtout pour les généralistes qui ont un exercice particulièrement compliqué parce qu'il s'étend à l'ensemble des spécialités et donc qui doivent bien faire l'orientation, etc., etc. Donc, eux auront d'autant plus envie, parce que on ne peut pas tout avoir dans la tête, d'avoir accès à ces algorithmes diagnostiques pour pouvoir orienter bien leurs patients. Mais ensuite, évidemment, et parce qu'on ne vit pas dans une bulle hors de notre économie, évidemment, derrière, la gouvernance du soin a aussi une logique économétrique. Le médico-éco, c'est important. Et évidemment, on passe de... Est-ce que j'évalue la qualité du soin que j'offre à un patient, ou est-ce que j'évalue le nombre de patients que je vois chaque heure, parce que ça permet de voir plus de patients plus vite et de produire plus de soins. Et donc, évidemment, derrière, c'est à qui obéit le logiciel d'intelligence artificielle dans l'évaluation du soin. Est-ce qu'il obéit à la qualité du soin et dans tout ce qui est un processus qualitatif, une dimension interhumaine qui est très complexe à saisir, ou est-ce qu'il évalue finalement du chiffre? En fait, il évalue des indicateurs indirects. Est-ce qu'on évalue le soin directement, le soin, ou est-ce qu'il évalue le soin très indirectement par des indicateurs qui ont été élaborés au préalable? Donc voilà. Et ensuite, la question qui se pose, c'est l'intelligence artificielle. Ensuite, elle va servir à optimiser par des mécanismes d'apprentissage ce modèle médico-économique. Et donc, on se demande si à la fin, est-ce que l'IA sert le soin, le soignant, ou est-ce qu'elle sert la structure qui entretient ce qu'on appelle la productivité ou la réussite du soin dans la définition qui a été donnée. Si la définition, c'est de dire c'est le nombre de consultations par jour, l'IA va tout faire pour favoriser qu'il y ait le plus de consultations par jour. Voilà. Pour faire un exemple grossier. Évidemment, c'est pas si grossier. Ensuite, quand on aborde le problème de la communication, évidemment, donc on va passer d'une relation homme-homme à robot-homme. Et évidemment, cela pose la question de un robot, donc on va dire oui, mais un robot peut donner une information, par exemple pour le Covid long, pour etc. Information, ça veut dire quelle forme je donne par mes mots aussi. Et donc, du coup, tout le contexte. Phénoménologie, interrelation, est-ce que j'ai des enveloppes mentales, comme c'est décrit en sociologie? Est-ce que je tiens compte de l'environnement? Est-ce que la proxémique a un rôle? Est-ce que ça, on va le faire apprendre au robot? Est-ce que le robot est capable de détecter toutes mes émotions? Donc, en fait, est-ce que le robot... comment il est capable de comprendre la temporalité par rapport à l'émotion que j'ai en face de moi. Donc toutes ces questions de relations directes homme-homme, en fait, forcément, sont dégradées. Et est-ce que, sachant qu'on n'est plus entre alter-ego, est-ce qu'on est capable de co-construire? Alors on est capable de construire quelque chose, c'est un outil, mais est-ce qu'on peut co-construire entre alter-ego une relation interindividuelle
là, la question, évidemment, est plus gênante. Mais seulement, donc on le voit récemment, enfin, c'est plus si récent, mais on a un nouveau rapport qui est sorti d'une 30aine de pages au niveau de l'Union européenne sur l'ethics by design. Donc, en effet, au début, c'est pavé de bonnes intentions. C'est dire, il faut que tous mes produits de santé, donc en effet, l'ethics by design, ça s'applique aux produits de santé. Mais le problème, c'est que nous, derrière, on dit, bah oui, mais ça remplace l'humain. Donc, c'est cette question qui se pose. Et donc, on dit, est-ce que donc, les produits de santé qu'on va faire, puisqu'ils vont être normés, etc., il faut que d'emblée, les gens qui vont fabriquer ces produits de santé vont suivre une charte éthique. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on est sur une charte éthique où, finalement, peu de personnes vont... Enfin, peu de personnes, on peut toujours débattre de ça, mais vont dire, les valeurs à suivre, c'est ça. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, alors déjà, les valeurs, Bénédicte hier disait qu'il y a des choses sur lesquelles on se retrouve, mais on voit bien qu'entre France et États-Unis, il y a des choses, même de base, on ne se retrouve pas. Par exemple, on en reparlera tout à l'heure, mais en fait, derrière, c'est non seulement les valeurs, l'application de les valeurs et le faire respecter ces valeurs. Donc, tout ça va impliquer une contrainte maximale, une importante contrainte, qui est donc dans une logique top-down et qui va être très normative et donc limite les capacités de diversité. Et donc, parce que pourquoi ? Du coup, si le but de l'intelligence artificielle, c'est de rationaliser l'humain, c'est quoi la rationalité ? Voilà, on en vient là. C'est vraiment une question poussée, hein, mais c'est émettre une norme sur quelque chose d'éthique, c'est considérer que on est tous d'accord sur ce qu'est la rationalité, on est tous d'accord sur ce que c'est la science, on est tous d'accord sur le mode de production de la science, etc., etc. Et donc voilà, comment émettre des règles éthiques universelles qui ne peuvent pas prendre en compte l'imprévisible, ça c'est évidemment un problème. Et donc, on en vient à la question de savoir est-ce qu'on pourrait faire une éthique artificielle, une éthique automatisée, qui nous éviterait de faire ces institutional review boards, qui nous éviterait de faire des comités éthiques locaux, qui nous éviterait d'en parler, de perdre du temps. Au moins, ce serait réglo, tout le monde il est bien dans la même boîte, ce serait parfait. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'on peut mimer notre raisonnement. Mais est-ce qu'on mime ? Est-ce qu'on en fait un outil intégratif, comme ça a été évoqué ? Ou est-ce qu'en fait on externalise une compétence en pensant que puisque c'est externalisé et que c'est pris en charge dans la machine qui traite ça très bien, d'ailleurs il y aura certainement des logiciels de mining de toute la littérature, de la philosophie, en fonction du nombre de mots-clés qui sortent dans chaque livre, quelles sont les valeurs qui comptent le plus dans les livres les plus lus dans nos sociétés. Enfin, on va certainement nous faire ça et on va dire, du coup, les valeurs qui comptent, c'est ça, c'est externalisé, vous n'avez plus besoin de lire Hans Jonas, vous n'avez plus besoin de lire Habermas, Gadamer, vous n'avez plus besoin de lire Popper, Manière, tout ça c'est stocké, maintenant c'est sécure, occupez-vous du présent. Et donc la question qui se pose derrière, c'est mais quelle est la compétence derrière, aussi humaine, et si on n'a plus la compétence, est-ce qu'on est en capacité de contredire le logiciel, l'outil d'intelligence ? Donc c'est la question de l'externalisation dont on va reparler juste après. Et dans cette ethics by design proposée comme une norme au niveau international, il y a cette idée que le raisonnement éthique, il peut être automatisé parce que tout le monde il est d'accord et c'est déterministe. Et ça, évidemment, ça nous pose problème. Donc, les effets pervers associés, c'est évidemment la négation de cette réalité co-construite, des facteurs irrationnels, des singularités de chacun. Et donc, forcément, quand on perd ce raisonnement éthique qui aboutit à une décision, ce processus décisionnel, évidemment, on perd aussi du sens dans le soin, dans chaque décision qu'on prend, dans chaque décision qu'on estime bonne, positive, adaptée pour l'autre qu'on a en face, et c'est ça le soin. Et quand le logiciel d'intelligence artificielle donne l'avantage à la structure plutôt qu'à l'individu, et à ce moment-là, non seulement la perte de sens, mais aussi la perte de la vocation pour les soignants. Parce qu'évidemment, à ce moment-là, je ne m'engage plus en tant que médecin. Je ne vais plus être soignant pour les gens, parce que je sais que je serai soignant pour servir une structure de rentabilité, enfin du moins d'efficacité du soin.
Donc, au niveau du peer reviewing, enfin au niveau des éditeurs, donc maintenant, c'est la question de la science. C'est quoi la science? On arrive à cette définition d'une production d'une connaissance certifiée, c'est-à-dire certifiée parce qu'on a des pairs intègres et compétents qui relisent les papiers, qui relisent les méthodologies, qui sont capables de les évaluer et d'en dire si ça mérite d'être partagé au reste de la communauté ou pas. Et donc à ce moment-là, évidemment, on aimerait dire, puisqu'on n'a pas envie de payer les peer reviewers parce que c'est trop cher, voilà, on va dire, on va remplacer ça par la machine. On va dire donc déjà le plagiat, j'ai quelque chose d'automatique qui permet de dire si les phrases sont copiées-collées ou pas. Les fraudes, c'est exactement le papier de Nature qui dit sur les figures, je saurais détecter quand il y a Photoshop ou pas Photoshop. Ensuite, la calibration des articles, de la syntaxe pour avoir un anglais bien léché. Donc ça, c'est typiquement le principe aussi de la norme. Pour juste une aparté sur la norme, dans l'industrie de l'édition scientifique, les Américains ont fixé les normes, et donc c'est pour ça on parle tous, on publie tous en anglais. C'est pour ça que même maintenant, ils n'acceptent plus que l'anglais soit imparfait, que quand il est imparfait, il y a toujours un reviewer pour vous dire ce serait bien quand même de le faire relire par un traducteur certifié qui va vous faire payer 400 €, parce que au moins l'anglais sera plus beau. Ça fait partie de voilà. Et donc ensuite, l'analyse de la bibliographie. Tout ça, évidemment, ça peut être une automatique selon les mots-clés, selon les conclusions qui ont été faites. Et tac, 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 je peux faire une revue en disant... et donc, c'est ensuite les paper mills, les productions de papier qui peuvent être toutes automatisées. Et donc ensuite, donc cette déshumanisation du processus des controverses amène donc à une normalisation de la recherche. Donc, finalement, autant avoir une production industrialisée, une relecture industrialisée, et finalement fermons les yeux sur qui met les règles et acceptons que cette science soit notre vérité. Puis de manière, puisqu'on sera tous d'accord au final, est-ce que ce sera si gênant ? Et donc, évidemment, ça, dans cette normalisation, mainstreamisation, je ne sais pas comment dire, de la recherche, évidemment, la recherche disruptive là-dedans, les solutions latentes dont parlait Jacques vont évidemment disparaître. Et donc, les deux questions qui se posent dans l'ensemble de notre réflexion, et puis on va ensuite passer aux questions. C'est d'une part, et ça c'est très à la mode, vous avez vu récemment toutes ces auditions sur l'externalisation même au sein des ministères des compétences. L'externalisation en éthique, est-ce que, parce que je suis médecin, et enfin voilà, au début normalement c'est en tant que soignant que je me pose des questions éthiques, c'est pour ça qu'on dit tous ici, il faut que tout le monde ait une formation éthique, etc. Mais non, du coup, j'implémente ça dans la machine et seuls certains experts vont dire oui, moi je sais ce que c'est, dans telle situation il faut faire ça, ça, ça. L'ordre des médecins va nous dire ce qui est éthique c'est de faire ça et pas ça. Donc à ce moment-là, où est la réflexion bottom-up ? Elle disparaît. Pour ce qui est des articles scientifiques, cette relecture par les pairs humaine, qui tient compte d'un environnement, qui tient compte de ce qui était publié juste avant, la manière de l'écrire, à quoi ça fait référence, etc. Maintenant, on transfère ça à la machine et de nouveau, les experts vont décider pour nous ce qui vaut le coup d'être publié, ce qui ne vaut pas le coup d'être publié. De même, la recherche médicale, et je dis ça pour montrer que c'est un processus général qui ne naît pas là de l'intelligence artificielle en 2022 ou même en 2010. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on ne peut pas tout faire, les médecins ne sont pas tout puissants et ne peuvent pas tout savoir en recherche, donc ils ont transféré ça, leurs problèmes médicaux aux biologistes, qui voyaient plus petits, qui eux ont transféré aussi le problème aux chimistes pour la production de médicaments, et même ensuite à la fin les laboratoires redemandent aux méthodologistes statisticiens de l'hôpital public de faire du conseil pour leur dire comment bien faire une analyse. Donc en fait, la question, c'est toujours de savoir, est-ce que j'externalise une compétence avec le risque de la perdre, ou est-ce que je me sers d'un outil extérieur et j'intègre avec moi cet outil pour renforcer mes capacités et mon autonomie de décision.
Et donc, dans un mauvais usage de l'intelligence artificielle, on pourrait avoir un déséquilibre dans la génération des connaissances, avec évidemment moins de diversité, donc moins de fécondité de la recherche, avec une approche trop top-down versus l'approche bottom-up. Et on voit que ce qui est complètement paradoxal, qui était censé aider, faciliter, aller plus vite, plus haut, plus fort, finalement finit juste par dégrader si on utilise mal l'intelligence artificielle. Et donc, en conclusion, pour être plus positif sur la fin, c'est dire que l'humain lui-même, et c'est pour ça que le terme d'intelligence artificielle a été noté hier, est-ce qu'on veut vraiment refaire une intelligence humaine ? Si on considère qu'on peut mimer l'intelligence humaine, ça veut dire qu'on dit que l'humain est juste un système de traitement d'informations. Et voilà, et c'est tout. Et après tout, et c'est d'ailleurs tout l'objet de la communication. La vue de la communication, c'est dire les gens reçoivent une information comme ça quand on leur dit ça, donc je vais leur dire les choses comme ça ils vont penser ça. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et vous faites votre avis sur est-ce que d'être traité comme ça vous plaît ou pas. Et ensuite, du coup, il faut vraiment relever la question de la capacité de l'humain à engendrer du bruit dans le traitement de l'information, à intégrer son ressenti émotionnel, à maîtriser un temps biologique qui n'est pas si évident à implémenter dans la machine, et donc à avoir une approche globale, multifactorielle, et une capacité entre égaux, entre humains, à construire une réalité sensible ensemble. Donc voilà. Donc la norme est nécessaire dans la production de produits de santé, mais penser que les produits peuvent remplacer l'humain et donc normer l'humain, c'est juste le dégrader. Je vous remercie. Merci beaucoup, je suis persuadé qu'il y a des questions. En voilà une. Bonjour, Nadir Saoudi, cardiologue. Je voudrais que vous parliez un petit peu plus des limites que sont cette normalisation, cette tendance à la normalisation, à la disruptivité dont vous avez parlé. Et en toile de fond, ce que j'aimerais, c'est savoir un petit peu plus les possibilités de l'IA dans la prévention des fraudes. Vous avez parlé du plagiat, qui est une fraude manifeste, mais tout le reste, c'est de la normalisation plutôt du style, pas tellement du caractère authentique, ou en tout cas ne sert pas vraiment au dépistage des fraudes. De plus, dans un système de présentation très normalisé, je ne vois pas très bien pourquoi, si c'est que la forme qui est normalisée et le plagiat qui est retiré, en quoi ça empêche l'innovation et la disruption ? Alors, ce qui est assez paradoxal et étonnant, c'est que la production scientifique, c'est la production d'une connaissance certifiée, donc normalisée. Quand on devient universitaire, on s'adapte, on devient un confrère. C'est péjorativement, on peut dire qu'on rentre dans un moule, mais en fait, alors avec sa diversité. C'est-à-dire que à la fois, on rentre dans un univers, une communauté, et en même temps, on apporte sa plus-value. On va dire que le côté normalisation de l'IA ne garantit que la standardisation. Mais il y a des travaux, et je pense que Jacques peut venir en parler pour répondre aux questions, sur l'introduction du bruit et la promotion d'une certaine diversité, y compris dans l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Mais ensuite, dans la question par rapport à l'édition, non seulement le plagiat, non seulement la détection de problèmes, mais ensuite, évidemment, on peut favoriser la normalisation du ratio introduction sur méthode, comment la méthode est organisée, est-ce que dans l'ordre de ma méthode, c'est l'ordre de mes résultats. Tout ça, on pourra l'implémenter en fait facilement. Et ensuite, la question c'est, est-ce qu'on va rejeter cet outil ? Je ne pense pas, parce que tout ce qui rend les choses plus faciles, l'humain a tendance à l'utiliser, même si... Mais la question c'est, quelle est l'utilisation que l'humain va en faire ?
Et donc, ça revient à la question fondamentale de l'éthos, c'est-à-dire, est-ce qu'en tant qu'éditeur scientifique, en tant que scientifique et porteur de cet ethos de Merton, Popper, etc., on dit, je mets de l'outil qui me permet, et je me dis, même s'il n'a pas proportionné l'article comme les autres, même si il a rajouté une image, et ça ne se fait pas de mettre une image là à cet endroit-là, finalement, dans son raisonnement à lui et dans ce qu'il veut retransmettre, ou à eux, enfin à l'équipe, ce qu'ils veulent retransmettre aux lecteurs, et en fait, les lecteurs sont tout à fait capables de voir ça, et moi j'accepte de... voilà. Donc je pense qu'ensuite, derrière, c'est quelle est notre liberté vis-à-vis de l'outil pour être capable, compte tenu de ce que nous donne l'outil, voilà. Mais donc à la fin, notre liberté, on peut la prendre parce que l'outil n'est pas aussi l'outil d'évaluation. C'est non seulement l'outil, c'est un outil d'aide, de filtre, mais si derrière l'éditeur dit, ou Medline dit, pour revenir sur Medline, il faut que ce soit standardisé comme notre outil qu'on vous donne d'ailleurs. Ce serait parfait ça. Medline qui dirait, vous arrivez sur PubMed, mais on vous fait même gratuit l'entrée sur PubMed, mais en échange, vous prenez notre outil qui est payant et vous allez devoir normaliser les articles qu'on va sortir parce que nous, c'est notre garantie de qualité sur Medline. Les gens qui viennent n'ont que des articles top, il n'y a pas de journaux prédateurs et tout est normalisé, tout est droit. Oui, ça, on pourrait se voir comme ça. Donc encore une fois, c'est pas une peur et c'est pas une angoisse et c'est pas un rejet, c'est anticiper sur comment l'humain, par l'éthos principal, l'élan principal qui le conduit dans sa profession, que ce soit de chercheur ou de soignant, conserve ce fondement pour utiliser au mieux l'outil d'intelligence artificielle. Et je laisse Jacques finir là. C'est juste un complément sur ce que vient de dire Com, mais c'est pour répondre effectivement un peu à votre interrogation. Parce que c'est assez contre-intuitif de se dire que l'erreur est bénéfique, d'une certaine manière. Et intuitivement, on pense que l'évolution aussi a fait en sorte de mettre en place tous les systèmes de correction d'erreurs. Et globalement, si ça existait sous cette forme-là, il n'y aurait pas d'évolution. Pourquoi ? Et je vais prendre juste une métaphore qui est le système immunitaire. Si je corrigeais tous les systèmes de diversité par erreur, justement, lors de réplication du domaine lorsque les cellules en fait, vont fabriquer les anticorps, si je n'avais pas cette énormité en fait, de solutions latentes, face à des pandémies qui sont par définition imprévisibles, je ne pourrais pas avoir une réaction, en gros, ou une réponse de l'humanité. Donc, dès qu'on commence à normaliser, au sens correction forte de l'erreur, on fait perdre ce niveau de diversité qui empêche toute recherche disruptive, ou toute recherche qui ne va pas être, en fait, basée sur ce qui s'est passé avant, et qui ne va pas pouvoir rentrer, en fait, ou trouver les solutions, ou avoir des sortes de solutions latentes face à un contexte complètement imprévisible. Je vais me permettre d'intervenir là pour rebondir. Ce que vous avez dit sur la forme et le fond, ça se discute. Vous avez présenté comme une évidence, comme il n'y a que la forme, etc. J'ai compris votre... Et j'entends parce que, à mon avis, la prochaine fois, dans une réunion, je ferai intervenir quelqu'un qui travaille là-dessus. Parce que les implications sont majeures. Vous prenez le serment, par exemple, qui est sur toute la recherche. Est-ce que les 10 items du serment, lui-même, est-ce qu'il garantit la bonne recherche? Le fait de dire le consentement doit être ceci, le rapport bénéfice, etc. Ça pose la question métaphysique. Est-ce que la réunion de critères, donc la réunion de parties, est équivalente à un tout?
C'est une question métaphysique. C'est-à-dire qu'en définitive, quels sont les éléments qui font interagir les critères qui sont réducteurs, que l'on a choisis, il y en aurait d'autres, et le fait de vouloir pour le bien, comme le je dis, est une position. Vous avez plein de cultures qui pensent que les choses existent et sont nécessaires, le yin et le yang. Vous avez autant de yin et de yang qui sont totalement hors la recherche scientifique. Tout ce que nous faisons se fait dans toutes les cultures possibles, etc. C'est-à-dire que nous avons privilégié avec ces critères-là quelque chose qui n'est pas obligatoirement le tout, qui pourrait éventuellement être l'absolu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je parle de métaphysique. Bien. C'est-à-dire que nous aurions choisi un élément particulier qui serait pour nous l'absolu. C'est-à-dire, nous aurions choisi Dieu, pour prendre Dieu ou n'importe quoi. C'est important ce que je suis en train de dire là, parce que c'est un des problèmes de cette normalisation, parce que la conséquence ensuite, il faut appliquer. Vous n'êtes plus dans la réflexion éthique, vous êtes dans l'application de normes. L'application de normes, c'est de la déontologie. Et d'où ce que je ne fais de critiquer pendant un moment, mais j'ai des difficultés à me faire comprendre, y compris à l'Épédis, c'est-à-dire qu'en fait, l'intégrité n'est pas obligatoirement, l'intégrité scientifique n'est pas obligatoirement impérative. Puisque je vais justement, comment éventuellement un certain nombre d'éléments peuvent concourir à une reprise de questions, à, comment dire, reposer le problème, alors qu'autrement on se satisfait totalement, puisqu'on a fait le bien et on ne se pose plus après la question du bien. Il n'y a plus de réflexion, puisqu'on a décidé à un moment que l'absolu était prédéterminé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc les interactions entre la forme et le contenu et le fond, eh bien, participent l'un de l'autre. Et là, il faudra une prochaine fois qu'on fasse venir quelqu'un qui nous le montre bien, parce que c'est la grande différence qu'il y a entre la déontologie et l'application de normes professionnelles et la réflexion éthique, qui est tout le temps revoir, comme le dit Paul Ricoeur, la visée éthique vers laquelle nous allons. Et cette visée éthique, comme par hasard, je rebondis, on voit que c'est un de mes élèves, et j'en suis heureux d'entendre cela, c'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux dans la vision éthique. Il y a le côté personnel, il y a le côté de l'autre, alors voilà, et troisièmement, il y a le tout, c'est-à-dire l'institution ou la société. Et comment dit Paul Ricoeur, ces 3 choses-là ne doivent surtout pas être désarticulées. Parce que dans ce cas-là, vous avez un véritable déséquilibre. La forme est conditionnée, bien entendu, par les règles de l'institution. Et on peut, lorsqu'on n'a plus assez de médecins, comme j'ai cru comprendre tout à l'heure, trouver une logique extraordinaire, formelle, à trouver la substitution de médecins qui, de toute façon, nous manquait. Donc, le critère qu'on a mis, c'est le manque de médecins. Et donc, on trouve toutes les qualités possibles, bien entendu, à telle ou telle forme. Et d'ailleurs, entre nous, c'est un moyen qu'il ne faut pas rejeter, parce qu'en fait, faire des médecins, c'est 10 ans, et on ne fait que de répéter. Notre ministre n'a répondu que cela. Lorsqu'on lui dit, mais pourquoi il n'y a pas plus de livres, plus de professionnels? Il faut 10 ans. Donc, c'est tout le problème de comment on pense. Quelle a été notre visée? Et dans le présent, on ne peut pas simplement vivre que dans le présent, parce que nous sommes tributaires du passé. C'est-à-dire ce que nous éprouvons là ne sont que les visées éthiques qui ont été faites auparavant et que nous ne contrôlons plus. Bon, mais on peut s'aider, bien entendu, de la technologie. Mais je crois que là, votre question est éminemment importante, c'est le problème du fond, etc. Et on en arrive à la fin à la nature de ce que nous faisons là. Est-ce que c'est une réflexion? Est-ce que c'est l'application de normes? Et là, la grande différence entre la réflexion
de sciences humaines et sociales, multidisciplinaire, parce que ça demande beaucoup de choses, et simplement appliquer une norme qui est tout simplement dire, c'est ce qui me permettait, il y a un certain moment, au grand drame de mes collègues juristes, ici, dans cette université, où une juriste avait dit, il suffit, il n'y a qu'à, de toute façon, la médecine, on applique les lois. Et je m'étais opposé devant tous mes étudiants, la médecine, ce n'est pas l'application de loi. Ce n'est pas que cela. Enfin, voilà ce que je veux dire. Alors, il y avait, merci Christian, il y avait d'autres interventions de la salle, mais avant, Claude Hurier avait levé la main, et je ne sais pas, il a disparu, mais je pense que Claude... Il est là. Oui, il est là. Claude, si tu veux intervenir. Oui, je suis vraiment très choqué par cette intervention, cette présentation, vers une éthique et une intégrité scientifique artificielle. Comme je viens de le dire d'ailleurs à l'instant Christian, c'est une confusion qui n'est pas seulement une confusion de langage, mais entre deux démarches qui sont fondamentalement différentes. L'intégrité scientifique, les atteintes à l'intégrité, ça concerne finalement le moral, la morale. C'est-à-dire, le plagiat, et finalement, c'est une sorte de vol. Alors que l'éthique, c'est un questionnement. Voilà. Autrement dit, il y a un débat éthique parce qu'il ne peut pas y avoir de certitude ni une norme universelle. Alors, autant je vois l'intelligence artificielle comme un élément important, peut-être pour la rigueur et le dépistage de certaines atteintes à l'intégrité scientifique, autant vous entraînez une confusion. L'éthique ne peut pas faire l'objet d'une intelligence artificielle, sous peine d'avoir une aliénation de la personne humaine, ce qui, je pense pour la plupart d'entre nous, est insupportable. Voilà, donc cette confusion me paraît grave dans l'intitulé de votre présentation, et j'aimerais connaître votre avis sur ce point. Mais nous sommes provocateurs, hein, c'est pour ça que ça a été rédigé comme ça. C'était volontairement. C'est volontaire, ne t'inquiète justement. pas, je me bats contre eux tous, mais je n'ai pas encore réussi, parce qu'ils citent même Paul Ricoeur pour argumenter le contraire. Alors là, je suis en train de travailler, ne t'inquiète pas, on va y arriver tous les deux. Je crois que dans l'ordre, je vois qu'il y a aussi deux autres personnes dans le chat qui veulent intervenir, mais M. Trémolière voulait intervenir depuis tout à l'heure. En complément de ce que vient de dire M. Hurier, si je peux me permettre, vous avez évoqué dans la présentation la possibilité qu'on puisse rapporter à l'intelligence artificielle une décision éthique. Alors on peut toujours essayer, mais je voudrais vous donner un exemple. Ça fait 30 ans que j'ai collaboré avec bien d'autres à l'élaboration de recommandations pour le bon usage des antibiotiques. Chaque fois qu'on a fait des recommandations qui sont utiles, même indispensables, il y a toujours un codicile qui est de dire la recommandation doit être appliquée, sauf si un débat entre êtres humains, et là l'intelligence artificielle n'a rien à voir, décide de faire autrement, il faut l'argumenter. Et j'ai la faiblesse de penser que si l'intelligence artificielle s'oriente aussi vers l'éthique, eh bien s'il n'y a pas à un moment ce débat humain, là ça ne marche pas du tout. Mais vous allez tout à fait dans notre sens, hein. Mais il faut que ce débat ait lieu après que l'outil ait été fait. Parce que là, les experts le font, et ensuite c'est top-down, et on applique la norme. Alors que derrière, c'est la norme qui se discute, c'est là que l'éthique a lieu. Merci beaucoup, Maëlys Michaud. Je suis une vieille élève du professeur Hervé. Pas vieille, non. Une ancienne, de longue date en tout cas. En fait, dans ce que j'entends, et merci beaucoup vraiment à tous les intervenants depuis ce matin, vraiment. Ce que ça évoque, en tout cas ce que ça m'évoque, avec mes mots simples, c'est cette confusion qui peut exister entre l'outil et l'évaluation, en fait. Francis Duranton, c'est un célèbre paléontologue qu'en général les Toulousains connaissent bien. Il a insisté sur le fait que c'était pas l'homme qui avait créé l'outil, que c'était l'outil qui avait fait l'homme. Et que l'évaluation de l'outil, et que les outils de cette évaluation, ils restaient prisonniers de cette rentrée dans le monde qui a été faite par l'outil et par cette forme d'intelligence qui a été mise en avant au moment de la création, en tout cas du berceau de l'humanité. Et que depuis, on a juste multiplié les outils, on a juste retravaillé ces outils,
mais l'outil reste l'outil, et quelque part, on reste prisonnier de cet outil. Le corollaire faux qui semble s'être développé en parallèle, c'est que ce qui n'est pas outil n'est pas évaluable. Le professeur Cronier, c'était un chef de pédiatrie quand j'étais toute jeune interne, et il me paraissait être un magicien. Il arrivait, nous entendant parler entre internes, il disait « il n'aurait pas ça, votre patient ?» Et en général, il avait raison. Et il n'était pas un magicien, simplement. Il savait manipuler son expérience. Il avait appris à manipuler cette expérience. Mais quelle évaluation pour ça? En fait, il n'y avait pas d'outil pour évaluer ça. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'en fait, ça n'existait pas, ou que tout simplement, on n'était pas capable de le mettre en mesure. Comme ce n'était pas mesurable, on considérait que ça n'existait pas, et comme ce n'était pas mesurable, avec les outils de mesure qui sont à notre disposition. Ça veut dire que ce que ça m'évoque, en fait, c'est juste un appel au travail pour faire rentrer les autres formes d'intelligence et leur évaluation dans la dynamique du prendre soin. Et même si les outils aujourd'hui n'existent pas, peut-être, en tout cas, ils sont constructibles, on peut le travailler ensemble. Et ça me rappelle aussi l'excellent livre de Marc Grassin et Frédéric Pochard, qui est aussi un élève de professeur Hervé, qui s'appelle « La déshumanisation civilisée » et qui reprend aussi. Je peux qu'aller dans ton sens, Maëlys, mais tu vois que le point de convergence qu'on a là, c'est de dire, quel que soit l'outil, même si l'outil est super, l'évaluation entre humains, c'est ce qui permet finalement d'accéder à ce qui n'est pas évaluable. Et c'est juste... Je vais aller encore plus loin. Vous allez penser que je suis un adepte de métaphysique parce que ce sont les cadres de pensée, ce sont les paradigmes, en quelque sorte. C'est pas du tout la religion, on est bien d'accord. C'est des cadres métaphysiques, Aristote, tout, etc., avec les différentes valeurs, tout le choix qu'il y a. On est tout à fait dans une réflexion éthique. Tout n'est pas dissible dans la vie. Notre langage nous limite énormément. Est-ce que, comme Platon, nous ne faisons que transmettre des idées? Est-ce que les idées sont universelles? Les valeurs seraient universelles et nous ne serions que l'application d'idées pour lesquelles nous serions, etc. Ou est-ce qu'au contraire, selon Aristote, et voilà la raison, tout, etc. Et ça, ce débat est un débat très important dans la réflexion éthique. Donc, est-ce que nous passons à côté d'éléments qui ne nous viennent pas obligatoirement à l'extériorisation, à la pensée même, et est-ce que nous ne sommes pas en train de dire que la pensée nous appartient? Et je reviens à la réunion d'hier, où le représentant, enfin un des représentants de sciences humaines et sociales disait, est-ce que nous, il ne le disait pas comme ça, mais il disait le corps parle aussi. C'est-à-dire que le corps, et d'ailleurs c'est amusant, il n'y a pas qu'en médecine, et je vois que nous avons des amis vétérinaires qui sont là, ce qu'on appelait le maquignon, c'est-à-dire de la manière dont vous évaluez un cheval, une chose comme ça, eh bien vous aviez le regard des anciens par rapport à tout cela. C'est-à-dire que c'est une faculté de percevoir des choses qui ne sont peut-être pas obligatoirement formulées, formulables et tout cela. Et c'est la différence qu'il y a entre l'oral, entre l'écrit, et là, il y a toute une réflexion. À chaque fois, je vous donne un peu des références. Bien sûr, il faut aller lire la méthode, tout simplement, d'Edgar Morin, et la connaissance de la connaissance. C'est-à-dire que lorsqu'on est à côté de ça, nous sommes très handicapés. Alors on peut arriver à dire des vérités, c'est un peu dommage. Ce ne sont que des vérités provisoires, mais en définitive, la science n'est que par la contestation qu'elle implique, justement, la reconnaissance que nous n'avons pas du tout la connaissance ultime. Et là, je pense que c'est important d'avoir cette réflexion, parce que peut-être une prochaine fois, on aura intérêt à voir quels sont les grands cadres sémantiques. Vous avez plein, c'est la sémiologie, la sémiotique, où vous avez justement, par rapport à la forme, une implication forte sur le fond. Et j'avais une de mes élèves qui avait pris cette méthode-là, l'analyse sémiotique, et qui avait fait une excellente thèse.
Donc c'est intéressant, votre question est fondamentale. Juste avant de passer la parole à Cortot, il y a Michel qui voulait nous donner sa réflexion. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Christian et Claude. On a soulevé une question énorme. Mais je trouve que c'est très intéressant d'avoir eu cette présentation parce que le danger est là. De dire on n'aura plus besoin de médecins, on n'aura plus besoin d'éthiciens, on n'aura plus besoin, la machine va nous donner les réponses. Si j'exagère. Moi, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, au comité de bioéthique, lorsqu'on voulait émettre un principe, il fallait toujours l'entourer faut tenir compte du contexte, de la culture, de l'histoire, des relations humaines dans les pays ici ou là, où la même question ne suscite pas les mêmes réponses. Donc, je suis très contente d'avoir eu la présentation parce qu'effectivement, moi, je préside le comité d'intégrité des fonds de recherche et donc, on a des questions comme ça où on se questionne dans quel contexte ça a été fait, ici et ça, là, tout ce que Claude et Christian ont dit, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je suis contente de la présentation, d'autre part. Alors, je suis très content, en fait, que cette présentation ait soulevé autant de... C'était très provocateur, donc ça suscite le débat et c'est très bien. Merci à tous. Alors, et merci à Com, surtout.